Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce festival Sodiptech du pôle systématique. Nous allons parler de mobilité dans les territoires durables. Avant tout, quelques rappels techniques. Je vois que les slides se mettent sur le bon. Nous vous invitons à utiliser le chat pour vous présenter et discuter entre vous. En revanche, si vous avez des questions, merci d'utiliser l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Je poserai vos questions en fin de webinaire, sauf si les intervenants y ont déjà répondu, évidemment. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il y aura donc la possibilité de le revoir en replay. Comme vous devez maintenant le savoir, le pôle systématique Paris Région, pôle européen des deep tech, fait depuis le 4 juillet sa convention et ainsi rassemble et anime une communauté de près de 900 membres, allant de la start-up au grand groupe académique, mais aussi à un collège d'une vingtaine de collectivités. On se réunit donc autour des deep tech et de l'innovation collaborative. Ce webinaire a été organisé par l'enjeu transformation numérique des territoires en collaboration avec Pleine Commune Grand Paris, membre de Systématique. Nous vous proposons de parler de mobilité dans nos territoires. Ainsi, Mona Trecchia va nous expliquer l'importance d'une stratégie de mobilité pour un territoire. David O'Neill évoquera le transport de masse. Jean-Philippe Tridambel nous parlera de réseau hydrogène pour la mobilité. Yann Briand de l'aide que peut apporter l'IA dans la gestion des mobilités. Et enfin, Natacha Lalanne introduira une nouvelle mobilité, drone. Je vais m'arrêter afin d'entrer dans le vif du sujet, et c'est donc tout naturellement que j'ai le plaisir de vous présenter et laisser la parole à Mona Trecchia, vice-présidente de l'Ange Territoire Systématique, conseillère territoriale développement et numérique de Pleine Commune Grand Paris. À toi, Mona. Mona devrait nous rejoindre. Peut-être qu'elle a eu un petit problème de connexion en dernière minute. C'est ça, elle a eu un souci de connexion. Bon, bah écoutez, c'est les joies du direct, mais je crois qu'elle arrive. Voilà, Mona, tu es avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien et on te voit bien. Super. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié, je dirais, à la décarbonation de nos territoires. Effectivement, Bastien l'a indiqué, je suis une double casquette puisque j'ai l'honneur et le plaisir de travailler avec les équipes du pôle systématique sur l'enjeu de transformation numérique des territoires qui réunit 15 territoires franciliens autour des problématiques et des enjeux et des opportunités pour les innovateurs, je dirais, de la décarbonation des territoires, mais de la transformation numérique de ces territoires. Donc, je suis élue à Pleine Commune aussi, en charge du développement numérique depuis 2014. Donc, Pleine Commune, c'est un territoire qui réunit, je dirais, l'ensemble des enjeux et en termes d'innovation. Donc, effectivement, vous dire quelques mots sur le sujet des mobilités pour un territoire. Un territoire aujourd'hui se doit d'élaborer effectivement une stratégie de mobilité pour permettre à la collectivité de préciser notamment ses objectifs en matière d'évolution, je dirais, souhaitée des pratiques de déplacement sur son territoire, mais aussi de définir un programme cohérent et adapté, je dirais, d'actions prioritaires à mettre en œuvre pour les atteindre avec notamment des objectifs très, très forts de décarbonation de nos territoires à horizon 2050. Plan vélo, plan marche, logistique urbaine, stratégie du dernier kilomètre, construire la ville de demain, penser la ville de demain en intégrant les nouveaux usages des citoyennes et citoyens et aussi ses impacts pour les acteurs économiques. Donc vraiment, quelle que soit la taille d'une collectivité, mobiliser les habitants, l'ensemble des acteurs du territoire afin de répondre au mieux à leurs besoins et co-construire, je dirais, les territoires durables et résilients d'aujourd'hui et de demain. Donc, il est effectivement essentiel d'avoir une stratégie territoriale de mobilité qui vise à assurer un équilibre, je dirais, durable entre les besoins en matière de mobilité et les impératifs de prise en compte des enjeux, je dirais, sociaux, économiques, mais aussi de développement durable à l'échelle de collectivités locales, mais aussi de communautés de communes. L'objectif principal, c'est vraiment de promouvoir des actions qui valorisent, je dirais, l'intermodalité et les modes de déplacement alternatifs à l'usage de la voiture, notamment particulière. On voit bien que le Grand Paris est devenu une zone à faible émission, notamment. Et l'idée, c'est d'organiser les déplacements sur l'ensemble des territoires. Donc, il est effectivement essentiel de définir cette stratégie
qui répond, je dirais, en particulier aux enjeux de mobilité, aux différentes échelles et aussi, comme je l'évoquais, au développement social et économique et surtout à co-construire les défis de décarbonation de nos territoires, ce dont nous nous attachons au sein de l'enjeu de transformation numérique des territoires. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les différents types de mobilité urbaine. Effectivement, la mobilité urbaine, elle a changé, elle continuera à changer dans le monde, je dirais, post-Covid, mais aussi dans l'évolution des usages. On a vu le retour, moi je dis souvent que la trottinette existait, j'avais retrouvé des images très, très, très anciennes dans les années 20 de trottinette, donc on revient, je dirais parfois à des modalités de mobilité anciennes, mais qui sont remises au goût du jour, notamment avec l'électricité. Les usages ont changé, changent et changeront, et notamment, nous avons, je dirais, une communauté d'innovateurs qui prend encore plus son sens, puisque l'idée, c'est de à la fois innover pour remplir nos objectifs d'impact environnementaux, de pollution aussi, mais aussi mieux vivre dans nos territoires, fluidifier et intégrer en amont les besoins en mobilité des différents acteurs. Alors, l'innovation numérique, c'est donc un accélérateur de ces mobilités. Ça permet aussi d'inventer de nouveaux services, de nouveaux modes. C'est ce que nos intervenants vont pouvoir aussi nous présenter, grâce aussi à une innovation qui me semble, en tout cas, qui me tient à cœur depuis 2015, c'est l'innovation en utilisant les outils numériques responsables et éthiques pour assurer et accélérer cette décarbonation de nos territoires au travers, je dirais, des mobilités qui sont un véritable enjeu. Donc, ce matin, comme l'a évoqué Bastien Villebrun, qui est notre coordinateur de l'enjeu transformation numérique des territoires au sein du pôle systématique, on va aborder quelles sont les perspectives pour les mobilités de demain, un écosystème hydrogène, des déploiements massifs des mobilités décarbonées. Et puis, avec Natacha, on va faire, je dirais, un saut dans le futur. Vous l'aurez compris, on a à la fois les enjeux, les opportunités, mais aussi un saut dans la prospective de nouvelles solutions de mobilité au service des territoires. Donc, je laisse la parole sur ces quelques mots d'introduction, en tout cas, qui visaient à vous présenter les enjeux forts, en tout cas, pour les territoires urbains, mais pas que, à David O'Neill, qui est le directeur marketing et innovation de Keolis, qui, lui, va nous parler, je dirais, des perspectives pour les mobilités de demain. À vous, David. Que se passe-t-il? A priori, David n'est pas avec nous alors qu'il l'était. Est-ce que lui aussi a eu un petit problème de connexion depuis? Ah, je vois que ça s'agite. Voilà David qui revient. C'est bon, vous m'entendez? Excusez-moi, il y a un tout petit peu de latence Oui. avant d'arriver. Donc, bon, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, nous, les perspectives que l'on a chez Keolis, et notamment chez Keolis en Île-de-France, c'est vraiment la question des mobilités post-Covid. Alors, on a énormément parlé, effectivement, dans les mois et les années qui ont suivi la crise Covid, du fort attrait pour les modes actifs, notamment. Nous, ce qu'on voit, notamment grâce aux outils exclusifs du groupe Keolis qui permet de suivre les mobilités à travers les traces GPS des smartphones. Donc, en Île-de-France, on a un échantillon d'à peu près 700 000 personnes dont on suit les mouvements au quotidien et qui nous permettent vraiment de suivre de façon précise les évolutions en termes de mobilité sur la crise Covid. C'est qu'on a une évolution de ce qu'on appelle techniquement les parts modales, c'est-à-dire les modes de transport qui vont être utilisés par chacun des types de voyageurs, où les voyageurs vont plus utiliser les modes actifs, notamment la marche. Ça, c'est un point très fort. Le vélo, évidemment, on l'a oublié. Alors, les parts modales, pour nous, dans nos analyses, elles ont à peu près doublé. Donc, on serait passé de 1-2% à 3-4% des déplacements. Donc, ça reste relativement faible et assez concentré quand même sur les zones de très forte densité, même si, évidemment, il ne faut pas caricaturer ces aspects-là. On a eu, dans les premières années, une forte montée de la voiture qui était assez inquiétante. Et donc, on avait finalement assez peur
d'une espèce de catastrophe du retour à l'automobile massif et une désaffection pour les transports en commun. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous d'arriver à redonner le goût et l'attrait des transports en commun, dont l'image finalement reste relativement ternie par les craintes épidémiques. On fait par ailleurs dans le groupe Keolis un certain nombre d'enquêtes sous un format qu'on appelle Kéoscopie, qui essaye de lier les modes de vie avec les aspirations des gens sur les mobilités. Et ce qu'on voit, c'est que les transports en commun étaient restés parmi les endroits les plus anxiogènes sur la peur du virus, et notamment les mesures qui étaient prises, par exemple, c'était dans les transports en commun, le dernier endroit où on était obligé de porter un masque, évidemment, participait à finalement ternir un peu cette image-là. Donc il y a pour nous une forme de révolution copernicienne où les transporteurs, à l'appui d'Île-de-France Mobilité en Île-de-France et de nos collectivités, doivent finalement essayer au maximum de donner le choix aux voyageurs, surtout en Île-de-France, où évidemment la multimodalité elle est beaucoup plus forte que dans les autres régions, ou même certains autres grands réseaux comparables dans lesquels Keolis opère aujourd'hui. Donc la multimodalité, c'est le fait de changer de mode de façon très, très rapide et très facile. Et donc ça, c'est le premier point. Donc pouvoir être des opérateurs très multimodaux, de pouvoir offrir des solutions de vélo, de transport collectif, de mobilité partagée type covoiturage. Donc on s'investit beaucoup sur ces sujets-là. Et le deuxième point, c'est être très bon sur les conditions de confort, de qualité de service, finalement d'être beaucoup plus efficient pour qu'il y ait moins de monde en même temps dans les transports en commun, avec des solutions qu'on essaye de mettre en place. Un de nos exemples un peu archétypaux, c'est ce qui a été pu faire à Rennes, où finalement les étudiants de l'université, ils rentraient en même temps que l'ensemble des autres voyageurs sur le pic de 8h30. Donc en travaillant avec l'université, en décalant simplement l'entrée des étudiants de un quart d'heure, ça permettait de largement diminuer la charge sur les transports en commun et sur le métro. Ce qui est important aussi, c'est que, il y a ce point-là, c'est que les habitudes ont un peu changé, mais les aspirations et les modes de vie ont un peu changé. Il y a ce qu'on appelle le théorème de Zaïvi, l'effet de Zaïvi, qui est un point assez technique, qui dit en fait les ménages où les gens ils ont un budget temps qu'on estime en Île-de-France autour de 45 minutes, et plus les transports sont efficients, plus finalement les gens vont utiliser leur budget temps, ils vont garder leur budget de temps de 45 minutes, mais ils vont l'utiliser pour s'éloigner. Et donc, pendant toutes les années 80-90, on avait vu les effets de la périurbanisation, c'est-à-dire les gens essayant de chercher du confort et des logements plus abordables, et donc s'éloigner d'une part des activités qu'ils avaient, notamment évidemment le travail, et donc les distances ne cessaient d'augmenter, même si les temps, au fur et à mesure que le réseau de transport s'améliorait, demeuraient un peu le même. Ça a plafonné dans les années 2000-2010. Ce qui est intéressant de voir depuis alors c'était un phénomène qui avait un peu déjà commencé, donc ça ce sont les données d'Île-de-France Mobilité, de l'enquête Global Transport, mais on retrouve avec nos outils exactement les mêmes choses, c'est que la répartition des déplacements par proximité avec la crise, finalement les gens, vous voyez c'est l'histogramme tout en bas, a beaucoup augmenté, c'est-à-dire que les gens se déplacent beaucoup plus dans leur commune. Ils ont pris des nouvelles habitudes finalement d'aller moins vers Paris et vers le centre de la région, de se déplacer de façon moins importante en termes de distance. Et donc, on avait 49% des déplacements avant des gens qui étaient dans la même commune. On est passé à 62% et ça reste relativement stable autour de 60%. Ça peut paraître relativement anecdotique comme évolution. En fait, c'est considérable. Les habitudes de mobilité des gens, elles prennent généralement des décennies ou vraiment des temps très longs à changer. Là, c'est vraiment un changement de paradigme qui est assez fort. Et vraiment, il y a une réinscription dans le local. Ce qui est intéressant aussi, quand vous regardez les temps de trajet, à l'inverse, autant les gens bougent moins en termes de distance. Par contre, ils affectent exactement le même budget temps. Donc, l'effet de Zahavi qui était avant de dire on consacre le budget temps pour aller plus loin, là, on a l'impression qu'il tend à se transformer. Les gens gardent leur budget temps. Par contre, ils vont aller moins loin et plus
marcher, plus utiliser les modes actifs. Et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui est assez intéressant et qui est vraiment lié aux effets de la crise Covid sur ces aspects-là. Si on regarde, donc là, on en voit assez directement les conséquences. Donc ça, c'est ce qu'on utilise, c'est nos traces GPS des smartphones dont j'ai déjà parlé, les 700 000 personnes. Après, on redresse tout ça pour avoir une vision de leurs évolutions. Et donc, ça permet de donner un peu l'intensité de la mobilité en Île-de-France. Donc, en février 2020, donc c'est la carte tout à gauche, plus on a une couleur rouge, jaune, plus il y a de l'intensité de mobilité. On retrouve évidemment dans le cœur de Paris une intensité de mobilité extrêmement forte, notamment autour des grandes gares. On le voit, les quartiers populaires du 18e et du 19e où il y a beaucoup de déplacements de toute l'Île-de-France. Et puis on trouve les gros pôles d'emploi, la Défense, on retrouve Saint-Denis de façon très claire et sans surprise, les grands centres commerciaux, les grands pôles d'emploi de façon un peu moins forte sur la petite couronne. Ce qu'on a vu évidemment pendant la crise Covid, février 2021, tout s'éteint. Et donc l'intensité de déplacement, elle diminue très fortement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en février 2023, aujourd'hui on n'a plus de contraintes en termes de déplacement, on est revenu sur quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on avait avant, mais qui est quand même beaucoup moins intense. Sur les grands pôles d'emploi, on le voit, ils ont été quand même touchés par le télétravail. On reviendra sur ce sujet-là très rapidement. Et surtout, Paris a baissé d'intensité quand même un petit peu. Tandis que par contre, à l'inverse, on le voit sur la grande couronne et la petite couronne, on est revenu sur quelque chose qui est très très comparable à avant, voire qui a légèrement augmenté, parce qu'on voit un peu plus de trajets proches dans la commune de domicile qu'on voyait un peu moins avant. Donc ça, il y a une partie d'effet du télétravail, ça c'est évident, même s'il ne faut pas surestimer ces effets-là, puisque finalement ça touche, nous dans nos évaluations, alors, suivant les endroits et les contextes, environ 5% des déplacements. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est très différent suivant les territoires. Et donc ça, c'est un point qui est important pour nous. On le voit, donc bon, je disais, les graphiques sont un peu petits. Donc sur la gauche, grâce aux données notamment de la région et de l'Institut Paris Région, ils ont fait un suivi très intéressant de l'évolution des déplacements dans les transports en commun. On voit qu'on n'est pas encore revenu à la normale. On est à 85% de retour dans les transports en commun. Quelque part, ça ne nous surprend pas complètement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a cet effet télétravail. Il y a des gens qui se déplacent beaucoup plus pour le loisir que pour des déplacements contraints. Il y a deux types de déplacements qui ont énormément diminué. Les déplacements liés au travail ou les déplacements depuis le travail, et tous les déplacements liés à des tâches administratives ou à des tâches contraintes qui se sont largement digitalisées. Tout ce que les gens n'avaient plus trop envie de faire ou qui sont moins obligés de faire, ils évitent de se déplacer pour le faire. Par contre, on a vu augmenter de façon assez forte tous les déplacements liés au loisir. Dans nos réseaux, les premiers jours qui sont revenus proches des niveaux qu'on connaissait avant Covid, c'est les samedis et les dimanches. Et là, aujourd'hui, on a plutôt tendance à dépasser nos références d'avant Covid sur ces samedis et dimanches, où on a évidemment beaucoup plus de déplacements de loisirs. Par contre, effectivement, à l'heure de pointe, on reste encore un peu plus bas. Et donc ça, c'est un des enjeux très forts. Sur le graphique de droite, j'espère qu'il est à peu près lisible. On a comparé finalement nos fréquentations dans nos lignes de bus en Essonne par rapport à ce qu'elles étaient en 2019. Et donc vous voyez sur l'histogramme, plus les lignes sont importantes, plus elles sont classées en haut, et plus elles ont retrouvé leur fréquentation ou dépassé, plus elles sont sur la droite du graphique. Et on voit finalement que c'est très éparpillé. On a des lignes importantes qui dépassent le niveau qu'elles avaient avant. On a des lignes qui sont à l'inverse, à peine 30-40% de la fréquentation qu'elles avaient avant le Covid. Donc, on n'a vraiment pas retrouvé nos voyageurs. On a des grands groupes qui sont autour de 70%, 80%, 90%, et quelques lignes qui tirent bien leurs épingles du jeu et qui dépassent largement les 100%. Et donc, on a des niveaux qui sont revenus au-delà du Covid. Et donc, c'est pour nous un enjeu très fort. Ça veut dire qu'il faut, avec Île-de-France Mobilité, avec les territoires, réinterroger finalement nos réseaux, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus forcément complètement adaptés aux besoins des voyageurs. Et donc, avec quelques principes, on voit que maintenant, on le voit,
finalement sortir un peu du paradigme et de l'obsession de l'heure de pointe qui est un peu émoussé par le télétravail, en affirmant par exemple la permanence de l'offre, c'est-à-dire avoir le maximum d'offres tout le temps pour que le réseau de transport en commun il soit une alternative viable à la voiture à tout moment. Et oui. Non, je disais tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette façon d'observer, et je crois qu'il y a aussi, merci en tout cas de votre présentation, mais il y a aussi effectivement cette notion de stratégie territoriale, et on le voit bien parce que on a changé de paradigme, mais aussi, et ça je vais faire la transition, c'est que les territoires sont vraiment au cœur en fait de ces mutations, je dirais, des nouveaux usages de transport. On a par exemple le Grand Paris Express qui va arriver et qui va encore bouleverser à la fois les modes de transport, mais aussi les bassins d'emploi, etc. Donc, on a autour du transport, on a beaucoup, je dirais, d'enjeux sociétaux. Mais je me permettrai la question au moment des questions-réponses et je suis certaine que les gens vont réagir. Merci beaucoup, David, de votre présentation. Et on pourrait en parler. Et on pourrait en parler pendant des heures. C'est un sujet passionnant. Alors, je vais donner la parole à Jean-Philippe Tridambel. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes partenaire associé en charge des sujets de transition énergétique et vous intervenez auprès des collectivités pour justement atteindre les objectifs de décarbonation des mobilités, et puis vous intégrez aussi les filières renouvelables dans leurs activités, et vous allez nous parler d'une ville que je connais bien puisque je connais son maire, Bussy-Saint-Georges, où vous mettez en place avec OnePoint un écosystème hydrogène pour décarboner la mobilité territoriale. À vous, Jean-Philippe. Oui, merci beaucoup, Mona. Donc moi, j'ai le plaisir effectivement de vous parler du projet mené par Bussy-Saint-Georges et notamment par son équipe qui vise à développer un hub hydrogène pour l'Est parisien, d'une part, et puis avec un sujet important qui est de décarboner une partie des mobilités sur le territoire de Bussy. Alors, peut-être 3 points de repère avant de plonger sur des choses très précises à avoir en tête par rapport à ce projet mené donc par Bussy-Saint-Georges et qu'on a la chance d'accompagner chez OnePoint. Le premier, c'est que la mairie est en train de travailler son ambition de transition énergétique et de transition climatique. Et dans le cadre de ce travail, le sujet hydrogène, j'ai envie de dire, s'est invité. Voilà. On en parle beaucoup maintenant depuis 2-3 ans, notamment l'hydrogène bas carbone ou l'hydrogène renouvelable. Et la mairie a souhaité instruire ce sujet en disant est-ce que ça peut nous servir ou pas? Est-ce que ce sujet peut nous permettre de décarboner nos usages locaux? Oui, non, on ne sait pas. Est-ce que ça peut nous permettre d'attirer des acteurs également de la filière sur les territoires de la ville? Et est-ce que ça pourrait nous permettre de développer typiquement des compétences, je dirais avec une logique évidemment de bassin d'emploi et puis de différenciation territoriale? Donc la mairie a souhaité instruire quelque part une ambition sans a priori aucun, en se disant voilà, instruisons, questionnons-nous et voyons si ça peut nous permettre d'inviter quelque part l'hydrogène bas carbone dans notre feuille de route de transition. Le deuxième point à avoir en tête par rapport à ce projet, c'est qu'il y a une particularité de cette ville qui se trouve juste à côté de l'A4, qui est avec un très fort trafic de poids lourds. C'est à peu près 5200 poids lourds qui passent quotidiennement à 99% encore, je dirais, au diesel. On a une très forte concentration de transporteurs, de logisticiens et d'industriels qui utilisent eux-mêmes des mobilités assez lourdes ou des mobilités professionnelles extrêmement carbonées. Donc, on a un vrai nœud logistique sur le territoire de Bussy. Le troisième point, c'est que Bussy a la chance d'avoir encore du foncier disponible, ce qui n'est pas toujours le cas en région parisienne, et d'avoir un foncier notamment de type ZAC ou de type échangeur ou de type industriel. Voilà. Et le quatrième point à avoir en tête, en termes de contexte, c'est que Bussy, et dans l'Est parisien, fait partie, je dirais, de la très grande, on va dire, agglomération de l'Île-de-France ou parisienne, et donc est directement concerné par tout ce qui est la mise en place des ZFE et donc le bannissement progressif à partir de 2024 du diesel.
je dirais, de tout ce qui est à l'intérieur de l'A86. Et donc, ça a des effets de bord sur les communes qui sont juste après, notamment pour permettre à des transporteurs, soit avec des poids lourds, soit avec des véhicules plus légers pour faire les livraisons du dernier kilomètre, de changer éventuellement de mobilité ou de carburant pour pouvoir rentrer dans Paris. Ça, c'était les éléments contextuels. Le troisième point, par rapport à, je dirais, au projet de Bussy-Saint-Georges, c'est que la mairie, pour instruire ce projet quelque part, ce sujet, pardon, hydrogène, dans le cadre de sa feuille de route, s'est donné dès le départ, ce qui n'est pas simple, un agenda qui à la fois est sur un pas de temps relativement long, puisqu'on peut voir là, on est entre 4 et 5 ans, mais avec quelque chose d'extrêmement rythmé. Et ils l'ont tenu. Et nous, on a la chance d'être dans cet agenda et de tenir aussi, au niveau OnePoint, les différentes échéances. Donc, il y a toute une phase d'instruction qui a eu lieu sur 2022 où différentes études, qu'elles soient techniques, usages, économiques, réglementaires, ont permis déjà de bien comprendre ce qu'il y avait autour du sujet hydrogène et potentiellement des mobilités, et également de faire le tri entre ce qui était un rêve et ce qui ne se traduirait jamais sans doute dans la réalité, et puis ce qui était des véritables opportunités économiques, techniques et sociales pour la ville autour d'un hub hydrogène. Et puis le deuxième sujet, c'est que 2022 a été consacré à rencontrer beaucoup d'acteurs de cet écosystème, quasiment une cinquantaine, des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs industriels, des acteurs aujourd'hui des territoires qui font partie de cet écosystème, qui seront une des pièces potentielles du puzzle qui vont permettre de décarboner certaines mobilités au niveau de la ville. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a eu identifié, ça sera, je vais y arriver juste après, les mobilités pour lesquelles l'hydrogène est pertinent. La ville s'est dotée tout simplement d'une structure de type programme, avec équipe projet, avec de la communication, avec la structuration d'appels à manifestation d'intérêt, de façon à mobiliser un ou plusieurs industriels et un certain nombre d'acteurs qui vont permettre de construire dans la durée, de manière pérenne, pour ne pas utiliser le mot durable, l'ensemble, je dirais, de l'écosystème qui va permettre de transformer et de décarboner une partie de ces mobilités. Voilà, donc c'est un AMI qui s'est déroulé sur le premier semestre de cette année. On a eu la joie, et la mairie a eu la joie d'annoncer le lauréat, donc qui est la société Life, c'est maintenant officiel, qui va permettre d'accompagner la ville de Bussy dans la construction de ce hub. Et au travers de Life, il y a tout un écosystème aussi de partenaires qui va être embarqué. La phase de réflexion est maintenant un peu derrière la mairie et puis derrière nous. On attaque maintenant ce qui est ultra enthousiasmant, c'est-à-dire le montage des dossiers industriels, le montage des dossiers de financement à l'échelle régionale, nationale et européenne, et l'ensemble des dossiers qui devraient permettre, gérer au hub hydrogène, de voir le jour à un horizon de temps qui est 2025-2026. Merci. J'essaie de ne pas être trop bavard. Le point important quand on instruit un dossier comme l'hydrogène ou de la décarbonisation, le fait de décarboner des mobilités, c'est petit 1 de ne surtout pas avoir d'idées préconçues sur les solutions qu'on va potentiellement mettre en œuvre quand on est une collectivité ou on est sur un territoire, et petit 2 de raisonner par scénario. La particularité de l'hydrogène, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent, c'est le premier, l'hydrogène n'est pas une baguette magique et ça ne marche pas pour tout. Voilà, on entend beaucoup de choses, parfois des bêtises, c'est-à-dire que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui pourrait remplacer effectivement certains carburants, soit dans un usage direct, soit parce que l'hydrogène est lui-même utilisé dans une pile à combustible qui permet à des voitures électriques de fonctionner, mais ce n'est pas pertinent pour l'ensemble des usages. Donc, le premier sujet, c'est de se dire, quand on a regardé l'hydrogène, c'est de dire, voilà, il y a des usages qui sont pertinents, et il se trouve que pour des camions, pour des bus ou des bennes à ordures ménagères, les BOM, utiliser de l'hydrogène peut faire sens, techniquement, économiquement et au niveau environnemental. Il y a d'autres usages pour lesquels l'hydrogène ne pourra pas aider et ne sera pas pertinent. Donc, il faut accepter de choisir, donc de renoncer et donc de mettre de côté ces usages de manière non péremptoire. Le cas particulier des taxis étant les voitures entre guillemets particulières ou des voitures très légères, mais avec une telle intensité d'usage sur 12 heures, 18 heures, voire 24 heures pour certains taxis, où là l'hydrogène peut également faire sens. Donc le premier sujet, c'est de se dire, on choisit bien les usages pour lesquels
ce candidat à la transition énergétique qui est l'hydrogène peut faire sens. Le deuxième sujet, c'est que l'hydrogène, c'est bien parce que c'est décarboné. Ça n'émet pas de CO2 au moment où on l'utilise, mais il faut s'assurer que cet hydrogène, quand on l'a produit, soit décarboné, si on veut vraiment être cohérent jusqu'au bout. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter un petit peu dans la chaîne de valeur et s'assurer que l'hydrogène qu'on va utiliser localement sur le site de Bussy-Saint-Georges est bien décarboné. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder les conditions pour produire un hydrogène décarboné. Et là, on ouvre un deuxième sujet, d'où la logique de scénario, c'est de se dire, si l'hydrogène est décarboné, est-ce qu'il n'est pas intéressant que je m'intéresse en tant que ville et en tant que territoire aux moyens de production? Mais peut-être aussi, est-ce qu'il n'est pas intéressant que je localise ces moyens de production décarbonés sur mon territoire? Avec deux enjeux. Un, ça me permettra de vraiment avoir la main sur le fait que la production est décarbonée, puisque c'est sur mon territoire, donc je le maîtrise. Et deuxièmement, parce que ça permet de localiser également des assets industriels, des compétences, des emplois, et également, je dirais, tout ce qui est enjeu économique sur mon territoire. Et donc, on a ouvert aussi cette possibilité qu'on a étudiée en se disant, au-delà d'utiliser de l'hydrogène décarboné pour des camions ou pour des bus ou des bennes à ordures ménagères, est-ce que ce n'est pas intéressant de localiser un asset industriel sur le territoire? Et donc là, on a mené également toutes ces études qui ont permis d'identifier des opportunités en fonction des puissances. On commence peut-être petit au début, on commence par 2-3 mégawatts, on peut peut-être un jour aller à 5 mégawatts, puis aller à 20 mégawatts. Donc avec des raisonnements par scénario qui permet de dimensionner les choses de manière lucide et sereine, de voir comment on peut implanter sur un territoire un moyen de production. Et puis le dernier sujet, c'est que l'hydrogène, pour sa production, si ça n'émet pas de carbone, c'est très gourmand en électricité, donc il faut juste s'assurer, pareil, par souci de cohérence, que l'électricité qu'on utilise est bien décarbonée. Voilà. Et donc, on a eu cette réflexion jusqu'au bout du bout, avec les équipes de Bussy pour se dire, ça veut dire qu'il faut peut-être aussi avoir des moyens de production d'électricité locaux, type photovoltaïque décarboné, ou avoir des contrats avec des garanties d'origine qui permettent d'avoir une électricité décarbonée. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est encore un sujet passionnant qu'on a abordé avec vous et d'où l'intérêt d'associer les innovateurs et les collectivités territoriales et surtout d'avoir une approche systémique pour pouvoir justement, à chaque étape, repenser le circuit, repenser le projet pour qu'on puisse aussi étudier les fameux impacts socio-économiques à l'échelle de tout territoire. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, il est responsable de mobilité et logistique au sein de l'Institut Recherche Technologique Systémique, qu'on connaît bien au sein du pôle systématique, opérateur de recherche et développement centré sur l'ingénierie numérique. L'IFT Systémics se positionne en accélérateur de la transformation digitale des industries, des institutions et des territoires. Merci Yann Briand d'être parmi nous. Et vous allez nous parler de déploiement massif des mobilités décarbonées, comment planifier les passages à l'échelle qui sont un véritable enjeu, je dirais, pour l'enjeu de transformation numérique des territoires. Yann, vous avez 10 minutes encore pour nous parler de ce sujet passionnant. Merci. Merci Mona. Je voulais démarrer peut-être en rebondissant sur ce que vous évoquiez là en introduction de ce webinaire. Vous disiez que voilà, un territoire se doit d'élaborer une stratégie et quelle que soit la taille des collectivités. Et donc, je pense que ça, en effet, ça fait consensus. La question, c'est derrière, au-delà de la stratégie, comment est-ce que, de façon opérationnelle, le territoire et l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur peuvent se projeter dans des ruptures d'usage ou vraiment des ruptures d'opérations de services et d'infrastructures. Et il y a un sujet qui est particulièrement prégnant à ce titre-là, c'est ce qui concerne l'évolution structurelle du mix énergétique. À l'horizon 2030, on s'attend à ce qu'il y ait un déploiement massif de véhicules et d'infrastructures de recharge alternatives aux énergies fossiles. On vient de parler d'hydrogène juste avant. On imagine aussi que le sujet de l'électrification est sur le haut de la pile. Et la mise en œuvre de ces évolutions, finalement, vient venir impliquer différentes filières au sein des territoires, la filière mobilité, mais aussi l'énergie,
les gestions d'infrastructures et la fourniture de services, des services existants et puis des services qui restent encore à concevoir et à opérer. Et ces transitions à grande échelle, elles doivent être adossées à des stratégies qui, pour le coup, sont de nature probablement multipartenariale. Et voilà, on estime aujourd'hui qu'une synchronisation insuffisante entre l'ensemble de ces acteurs est susceptible de menacer la performance opérationnelle de ces services à terme. Donc la question à laquelle on essaie de répondre, parce que comme vous le précisiez, donc Systemic, c'est un institut de recherche technologique qui vise à développer des méthodes et des outils en vue de leur industrialisation. Donc la question qu'on adresse ici, c'est comment est-ce qu'on peut, de la meilleure des façons, concevoir des stratégies multisectorielles qui combinent mobilité et énergie. Et comment est-ce que derrière, on va venir anticiper et planifier le passage à l'échelle de ces ruptures et de sorte qu'on va être en capacité de réduire les frictions et de préserver l'attractivité et l'efficacité de ces solutions décarbonées. Donc, aujourd'hui, et il me semble que d'ailleurs j'avais un petit slide peut-être illustratif qui doit permettre… hop. Ouais, voilà, c'était ça. Ça vient un peu soutenir le propos. Et donc, ce qu'on constate de façon tendancielle, c'est qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont déjà à l'œuvre sur la question du mix énergétique. L'électrification massive est un phénomène amorcé. Il y a la diversification des sources, hein, comme Jean-Philippe l'évoquait juste avant. Là, il y a des sources d'énergie qui répondent à des typologies de besoins ou des typologies de véhicules. Et on a adressé que les problématiques, enfin, en tout cas que les mobilités terrestres, mais les modes fluviaux et aériens sont aussi concernés par ces évolutions-là. Il y a une concrétisation des efforts de décarbonation. Il y a un certain nombre de contraintes légales, réglementaires qui sont mises en œuvre. Tout ça est en train de s'accélérer. Il y a les infrastructures qui doivent être adaptées à ces évolutions. Il y a les questions de connectivité aussi qui sont interrogées. Comment est-ce que les échanges de données entre les véhicules et les infrastructures, entre des secteurs de la mobilité et de l'énergie peuvent être améliorés pour comprendre des usages dans leur dynamique, dans leurs évolutions. Il y a un sujet qui est absolument stratégique autour de la logistique urbaine, ce secteur qui lui aussi doit ou est en cours de décarbonation avec des enjeux qui sont vraiment différents, déjà de par la croissance de ses activités et aussi les contraintes au niveau économique et opérationnel qui sont subies par ces opérateurs. Et puis, il y a tout le volet utilisateur, les bouleversements, les usages des pratiques et des usages, et David O'Neill l'a aussi évoqué précédemment. On peut envisager aussi sur un horizon à 10 ans, il y a des évolutions structurelles quant au rapport de propriété des citoyens aux véhicules individuels, avec probablement des évolutions des usages partagés, des usages plus dynamiques à la demande. Des questions aussi autour de la démobilité, David O'Neill l'a précisé. Donc voilà, et donc tout ça, il faut probablement le packager pour faire en sorte que les expériences utilisateurs dans le cadre de cette décarbonation soient préservées et qu'on puisse au minimum accompagner et au mieux inciter vers ces mutations. Donc, ça veut dire faire preuve de pédagogie, pouvoir suivre la performance et faire en sorte que les frictions de façon générale soient réduites. Donc, il y a des enjeux liés à la construction de ces offres économiques, à l'inclusivité sociale. Donc, les questionnements autour de tout ça sont assez nombreux et nous, on identifie 4 grandes tendances. Dans un premier temps, la capacité vraiment de pouvoir justement distinguer les tendances structurelles. Il y a un certain nombre de solutions, de technologies, des services qui sont à des niveaux d'émergence différents et il faut pouvoir faire en sorte de projeter des usages
dans le temps et dans l'espace, et surtout de pouvoir discerner des éléments, des indicateurs quantitatifs en termes d'impact. On ne peut pas rester uniquement sur la description théorique de potentialité. Il faut se dire telle solution est susceptible de générer tel impact et la combinaison d'ensemble. Il faut ensuite aussi s'assurer de facteurs de résilience parce que derrière tous ces systèmes et ces services, il y a des opérateurs économiques, il y a des infrastructures et on doit s'assurer que dans le ramp-up, la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, étape par étape, elles soient finalement efficaces et soutenables pour les utilisateurs, mais aussi pour les opérateurs qui sont en face. Tout ça, ça doit permettre de déterminer des trajectoires qui sont favorables et souhaitables et de venir vraiment planifier la décarbonation de ces mobilités. Donc nous, la démarche que l'on met en œuvre derrière, c'est de pouvoir consolider ces approches-là dans une plateforme collaborative de planification qui vient combiner des dimensions mobilité et énergie, avec une cartographie des nouveaux usages, des briques technologiques, des services, avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, une préoccupation quant au business model, aux impacts qu'il y a derrière, la capacité d'appréhender et d'identifier la résilience des différents systèmes qui sont mis en œuvre, et puis derrière, tout un travail de modélisation qui permet de planifier et de projeter des scénarios prospectifs, de tenir compte de la dynamique des situations et de leurs évolutions, pour, in fine, aboutir sur un outil d'aide à la décision, faire en sorte que justement les territoires puissent être acteurs des différentes stratégies qui viennent croiser mobilité et énergie, y compris hors de leur domaine régalien. Quand on parle de transport en commun, on sait que c'est régi par exemple par des délégations de services publics. Demain, pour ce qui relève de la décarbonation des véhicules individuels ou des flux de logistique, la mise en œuvre d'infrastructures de recharge, c'est les territoires qui en partie vont venir héberger ces pratiques et ces solutions physiques ou digitales, mais ils ne sont pas toujours dans une position de maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a la nécessité de pouvoir animer et coordonner des initiatives multipartenariales et donc de pouvoir appréhender cette évolution et derrière construire un discours, un storytelling. En fait, au-delà de tout ça, merci beaucoup déjà de votre intervention. Encore une fois, je dirais, au risque de me répéter, passionnante. Ce qu'on retient en tout cas sur les précédentes aussi, il y a une vraie continuité par rapport aux précédents intervenants, c'est qu'on a vraiment besoin d'une analyse systémique. Vous avez abordé l'inclusivité, vous avez abordé les impacts, vous avez abordé les business models, et effectivement on s'aperçoit qu'on met au cœur les cas d'usage, les besoins des habitants, les besoins des territoires qui sont vraiment au cœur de ces stratégies, je dirais, de décarbonation des mobilités, et je vous en remercie. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à la coordinatrice. Merci beaucoup Yann. Je vais laisser la parole à la coordinatrice du Hub Drone et directrice des vols pour drones. Donc, vous allez nous emmener, chère Natacha, Lalanne, qu'on connaît bien aussi au pôle systématique. On va faire un saut dans l'avenir. On va parler de drones, de solutions de mobilité au service des territoires. Je vous laisse la parole, chère Natacha. Merci beaucoup, Mona. En fait, on va présenter le drone comme déjà une solution de décarbonation de l'aéronautique, puisque finalement, nos drones, pour l'instant, sont soit électriques, soit travaillent à l'hydrogène. Donc finalement, on commence déjà à la décarbonation. Donc on va commencer par ce qui existe et puis on va faire un saut dans le temps après. Ce qui existe, c'est des solutions de décarbonation de tout ce qui est agriculture, par exemple. À l'heure actuelle, on arrive à prendre le relais des tracteurs, des solutions qui existent pour pouvoir apporter un peu de digitalisation sur l'agriculture, sur nos sols, sur la possibilité d'inspection avec, par exemple, les inspections d'antennes, les inspections d'éoliennes, les inspections que l'on peut faire.
et éviter tout ce qui est à base qui est thermique. Et donc, ça permet déjà de commencer à décarboner tout doucement. On a aussi la possibilité, et on est en train de travailler là-dessus, sur la décarbonation de transport, mais de transport non pas des colis Amazon, il est hors de question qu'on travaille là-dessus, mais qu'on commence à travailler sur la décarbonation, le transport de sang par exemple, ou d'échantillons biologiques pour pouvoir améliorer cette possibilité, éviter de passer par les routes. Alors, il y a le fait que ça soit plus rapide, surtout à Paris aux heures de pointe, mais aussi le fait de décarboner tout ça. Donc, à l'heure actuelle, il y a déjà cette possibilité, ces cas d'usage qui avancent pour pouvoir décarboner un peu l'aéronautique. Mais on sait, et ça a été vu au Bourget, qu'on travaille sur autre chose. Et donc, on peut parler, par exemple, des taxis volants sur lesquels on est en train d'avancer tout doucement. Et les taxis volants, donc, ce sont des hélicos qui sont électriques et qui commencent à pouvoir transporter des personnes. Donc, on ne parle pas de drone encore puisque le pilote est à l'intérieur de l'aéronef et va pouvoir transporter des personnes. Donc, c'est la possibilité de décarboner l'aéronautique sur électrifier ou électriser le petit transport et donc travailler sur cette façon. Mais donc, on se sert à l'heure actuelle de tout ce qui est fait sur des petits drones, puis sur de l'hélico-électrique pour essayer d'apporter cette décarbonation. On n'est pas encore à pouvoir faire fonctionner un A380 à base d'hydrogène ou à base d'électricité, mais on espère pouvoir justement avancer là-dessus. Par exemple, on a sur le centre de test que nous avons à Brétigny-sur-Orge, on commence à avoir des propulsions propres à l'hydrogène et de pouvoir justement apporter ces solutions. Donc, c'est sur des petits aéronefs, bien sûr non habités. Et donc, peut-être qu'au fur et à mesure de toute la sécurisation qu'on apportera autour de ces aéronefs, peut-être que l'on pourra le déployer sur de plus en plus grand, de plus en plus important, et notamment sur cet enjeu de décarbonation sur les territoires. J'essaye de faire rapide et concis pour récupérer un peu le temps. Je parlais de l'agriculture. C'est un enjeu qui est important, justement, pour pouvoir avoir un maximum de possibilités et d'essayer d'apporter des solutions de plus en plus durables pour notre écologie et notre agriculture. On fait des tests réguliers ici pour pouvoir faire notamment de l'épandage au plus précis de la plante pour éviter, pour économiser l'eau, pour économiser toutes les productions possibles. Et donc, ça nous permet de pouvoir travailler sur du plus gros, de plus en plus, et d'éviter un passage régulier de tracteurs, alors qu'on peut faire des choses beaucoup plus simples et qui fait gagner du temps aussi à l'agriculteur, et de pouvoir le former sur de nouvelles technologies. Donc, on est au tout début, au balbutiement de la décarbonation des mobilités, mais pour autant, on est sur quelque chose qui est de plus en plus que l'on travaille, que l'on peut essayer, que l'on peut tester, et que l'on va pouvoir amener que l'on va pouvoir après décliner sur d'autres possibilités et d'autres mobilités. D'accord. Merci beaucoup, Natacha, pour cet exposé. Je m'entends un petit écho, mais ce n'est pas grave, pour cet exposé très, très clair et puis qui offre de belles perspectives, en tout cas, sur les nouveaux usages des drones pour les collectivités et puis, pourquoi pas, l'invention, je dirais, de nouveaux services. Bastien, est-ce que nous avons des questions dans la zone de chat ? Alors, j'étais effectivement remonté sur scène de manière à préparer cette séquence de questions. Je pense que tout le monde a été extrêmement clair et je rajouterais même passionnant, puisqu'il n'y a pas une question. Donc, je le prends de manière positive.
Encore une fois, je me dis que tout le monde a été très très clair, mais en l'occurrence, je le pense vraiment. Tout ça a été extrêmement intéressant. Ceci étant dit, je te connais, Mona. Toi, potentiellement, tu as quelques petites questions à poser à nos intervenants qui peuvent peut-être tous remonter sur scène pour les quelques minutes qui nous restent, ne serait-ce que pour terminer ce webinaire en beauté, je dirais. Alors, avant de clore, je vais attendre qu'ils soient tous sur la scène. En fait, déjà, je voudrais les remercier, mais aussi, alors je vais vous poser, pour le coup, puisqu'on n'a pas de questions, qu'on a tous été très, très clairs et que je vais vous poser peut-être une question qui n'en est pas vraiment une, c'est que pour vous, en 1 minute, je dirais en 60 secondes, à chacun et chacune, parce que Natacha, quels sont pour vous les enjeux, en fait, s'il y avait un enjeu majeur pour pouvoir réussir ce défi de décarbonation des nouvelles mobilités, quel serait-il? Yann Briand, allez. En 60 secondes. Oui, bah, du coup, sans paraphraser mon propos précédent, je pense que l'enjeu à venir, c'est vraiment de coordonner des filières ou des acteurs économiques qui aujourd'hui n'ont pas encore l'habitude de travailler ensemble. Et donc voilà, je pense c'est des choses qu'on a commencé à faire dans le cadre de la digitalisation, la numérisation d'un certain nombre de services. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que voilà, les secteurs mobilité, énergie et leur assise territoriale apprennent à mieux collaborer pour déployer de façon effective à grande échelle des systèmes décarbonés. Merci Yann. David O'Neill, alors vous êtes Keolis, donc en fait on sait très bien que le transport de masse il est essentiel dans les stratégies de décarbonation parce que c'est ce qui permet, je dirais, de passer de la voiture individuelle sans trop être dans les grandes lignes, mais en tout cas du transport de masse qui lui permet de décarboner pour le coup en masse nos mobilités. Comment vous voyez, s'il y avait un enjeu sur lequel, un point que vous voudriez plus ou moins mettre en exergue pour qu'on puisse réussir collectivement cette décarbonation? Alors effectivement, la première réponse, c'est le transport collectif en lui-même, puisque c'est le seul qui a la capacité, quand on voit aujourd'hui en Ile-de-France, les capacités du mass transit, du RER, des RER, des trains, des métros, qui sont les seuls aujourd'hui qui peuvent transporter autant de monde sur les secteurs stratégiques. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Mais après, c'est la façon dont on peut accéder aussi à ces enjeux de mass transit. Et donc là, effectivement, il y a un enjeu de collaboration pour que l'ensemble des mobilités vertueuses puissent faire système. Aujourd'hui, on a beaucoup pensé au système de transport en commun, au système de routier. Et finalement, c'est comment on fusionne l'ensemble de ces systèmes, en incluant évidemment les modes d'actifs, pour avoir des parcours de mobilité qui soient les plus multimodaux, les plus fluides et les plus individualisés selon les besoins des individus. Merci beaucoup, David. Jean-Philippe, l'avenir de la décarbonation, pour vous, quel est l'enjeu primordial si on veut réussir ce défi? Je pense que ce qu'on constate chez nos clients et puis chez OnePoint, c'est qu'il faut arriver à combiner deux choses qui ne sont pas simples. C'est l'évolution, ce qu'on appelle les reports modaux, c'est-à-dire l'évolution entre les types de transport. On l'a vu tout à l'heure avec le graphe de David. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer vers du particulier, vers du collectif et puis vers du particulier qu'on collectivise aussi. Je pense à des plateformes comme Blablacar, qui est le premier sujet. Et c'est pas simple à modéliser. Et le deuxième, c'est de penser multi-solutions. L'électrification est un sujet, l'hydrogénation est un autre sujet, l'utilisation de biogaz ou de gaz renouvelable est un autre sujet, et il va falloir s'habituer à avoir une coexistence, une concomitance de plusieurs technos disponibles pour pouvoir décarboner efficacement et réellement. Merci beaucoup Jean-Philippe Tridambel de OnePoint. Natacha, alors le sujet des drones, c'est un sujet qui fait à la fois rêver, mais c'est aussi un sujet qui parfois inquiète. Pourtant, ça fait partie, je dirais, d'un futur complètement désirable pour toutes et tous si on veut avoir les objectifs atteints, je dirais, de décarbonation. Pour vous, quel est, je dirais, l'enjeu primordial pour que cette réussite soit collective et qu'on en soit toutes et tous fiers? L'enjeu primordial, c'est surtout de tous travailler dans le même sens et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs
et de travailler intelligemment. Effectivement, on peut se poser la question sur notamment le taxi volant. Est-ce que c'est l'enjeu de la décarbonation de porter une seule personne à la fois et de consommer autant d'électrique? Mais en fait, c'est surtout à quoi ça va servir. C'est le fait d'essayer, de tenter des choses et de ne pas tuer la technologie dans l'œuf avant même qu'on essaye quoi que ce soit. Et donc de travailler tous ensemble pour que les cas d'usage derrière soient importants et puissent être connus de tous pour qu'on puisse vraiment travailler dans le bon sens. Donc la décarbonation, c'est un sujet pour tous. Il ne faut pas qu'on fasse tout et n'importe quoi sous prétexte de décarbonation, mais qu'on travaille tous ensemble pour que les cas d'usage soient vraiment les bons et qu'on puisse vraiment orienter tout ça vers les besoins des usagers des territoires et aussi de ne pas tuer la technologie dans l'œuf et de aussi faire des tests et essayer vraiment de mettre des choses en place. Parce que si on tue l'innovation dès le départ, on ne s'en sortira pas à l'arrivée. Merci beaucoup, Natacha. Moi, ce que je retiens en tout cas d'abord, merci à toutes et tous vraiment d'être venus et même aux participantes et aux participants. Je pense que c'est des sujets qui sont passionnants. Je m'autorise de citer la devise olympique, hein, Situs, Altus, Fortus. On s'aperçoit qu'ensemble, que ce soit les chercheurs, les innovateurs des écosystèmes Deep Tech du pôle et les collectivités et nos innovateurs au sens large, on a tous une envie commune d'atteindre ces objectifs de décarbonation. Et on a bien vu que jouer, je dirais, c'est presque un sport collectif, hein, qui nous permet de mettre au cœur à la fois les collectivités, mais aussi, ce que j'ai entendu, c'est l'innovation utile, les cas d'usage, se rapprocher des besoins des territoires, des habitantes et des habitants. Et c'est ce qui nous porte, en tout cas, au sein de l'enjeu de transformation numérique des territoires. Donc, en tout cas, vous pouvez contacter Bastien Villebrun. Je crois qu'il a laissé en tout cas ses coordonnées sur une slide, qui est notre coordinateur de transformation numérique des territoires. N'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez, si vous êtes un innovateur, si la décarbonation vous intéresse des territoires, aussi bien de l'immobilité, mais sur d'autres sujets. N'hésitez pas à nous rejoindre dans notre démarche. Et on se profiter de ces 3 jours de Sodiptech parce que c'est, je crois, inédit en tout cas de réunir tous ces experts de l'innovation au service en tout cas des transformations de nos sociétés, de la décarbonation et plein d'autres sujets d'intelligence artificielle, de cybersécurité, etc. Nous, on se retrouve, je dirais, pour une seconde heure de déjeuner ensemble. Demain, 6 juillet, de 12h à 13h, on va parler de transformation numérique des territoires, du secteur, notamment du BTP. Et surtout, alors là, du coup, je ne vois plus ce que tu m'as mis, pardon. Et donc, surtout, on va parler de comment accélérer, demain, on va parler de comment accélérer la transformation des territoires vers une économie circulaire, pour atteindre ensemble, puisque c'est le mot qui nous a réunis encore aujourd'hui en conclusion, ensemble ces objectifs de décarbonation et comment l'accélération de la transformation numérique va nous permettre d'accélérer justement la circularité de décarbonation pour les territoires. Merci à toutes et tous. Je vous dis à très très vite. Passez une excellente fin de journée et profitez bien de ces 3 jours de Sodiptech. À bientôt.